Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Toulouse et la France tout entière retiennent leur souffle. Le suspect des 3 tueries de ces derniers jours est retranché dans ce petit immeuble assiégé par les hommes du raid depuis cette nuit. L'homme fortement soupçonné d'être le tueur s'appelle Mohamed Merah. Ce Français d'origine algérienne de 24 ans aurait annoncé aux négociateurs son intention de se rendre dans l'après-midi avant de rompre le dialogue. Selon Claude Guéant, le forcené a un passé de petit délinquant mais était suivi depuis des années par le renseignement intérieur. Il se revendique d'être un moudjahidine, d'appartenir à Al-Qaïda et d'avoir voulu venger les enfants palestiniens en même temps que d'avoir voulu s'en prendre à l'armée française compte tenu de ses interventions à l'extérieur. L'assaut a été lancé vers 3 h du matin au rez-de-chaussée de cet immeuble situé dans un quartier d'ordinaire tranquille. Les habitants ont été évacués. Un immeuble situé à 3 km seulement de l'école juive où 4 personnes ont été abattues. Dès le début de l'intervention, les policiers ont essuyé des tirs. 2 d'entre eux sont légèrement blessés. L'objectif des autorités est d'interpeller le suspect vivant. Il serait lourdement armé et avait apparemment prévu de s'en prendre aujourd'hui à un responsable de la police ou à un militaire, d'où le soulagement suscité par son identification. Pour l'instant, bon, ils ne sont pas ni arrêtés, ni tués, ni quoi que ce soit, mais au moins on sait où il est. Ça rassure énormément. Ah ouais. On se sent un peu plus en sécurité et c'est pas normal qu'on soit en insécurité ici, quoi. Et ça fait du bien de pouvoir sortir tranquille dans la rue, quoi. L'homme aurait été identifié dès hier, mais il était déjà suspecté depuis le meurtre des militaires. 3 membres de sa famille sont en garde à vue, dont sa mère et son frère. Des explosifs ont été retrouvés au domicile de ce dernier. Parallèlement, les obsèques des 4 victimes, dont 3 enfants de l'école juive, ont commencé ce matin à Jérusalem. Le sort de Florence Cassé est plus que jamais entre les mains de la justice mexicaine. C'est aujourd'hui que la Cour suprême doit trancher concernant l'éventuelle libération de la Française, originaire du Nord, condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement et détenue depuis plus de 6 ans au Mexique. Les juges vont délibérer en fin de journée. Pour Florence Cassé, les heures qui viennent seront peut-être les plus longues de sa vie. Au Mexique, ses détracteurs et ses partisans jettent leur dernière force dans le combat qui les oppose. Les 5 juges de la Cour suprême ont déjà reçu dans leur bureau une représentante très puissante des victimes de rapt. Elle demande le maintien en détention de la jeune Française et multiplie les conférences de presse. C'est outrageant pour moi, en tant que victime, de savoir que le juge Saldívar peut remettre en liberté une délinquante. D'autres, comme le quotidien à l'Universal, décryptent sur son site internet la mise en scène de l'arrestation en 2005, expliquent les mensonges, les images truquées fabriquées par des policiers et relayées par des journalistes. Un reportage qui, à lui seul, avait convaincu l'opinion publique de la culpabilité de Florence Cassé. Les images montrent le chef du gang frappé par les policiers, mais les journalistes ne signalent jamais que c'est pour cela qu'il répond aux questions. Les 5 juges rendront leur décision ce soir. 3 avis favorables suffisent pour que la Française soit immédiatement libérée. 2 des juges opteraient d'ores et déjà pour cette libération. Il en manque un. Mais les magistrats peuvent aussi décider de reconnaître les irrégularités de la procédure et exiger un autre procès. Florence Cassé resterait alors en prison en attendant ce jugement. 2 options radicalement différentes. Aucun signe ne permet de privilégier l'une ou l'autre. Une enquête sur la qualité de l'eau tire la sonnette d'alarme. Selon l'UFC Que Choisir, près de 2 millions de personnes en France reçoivent une eau non conforme aux réglementations, car trop polluée. L'association de consommateurs met en cause l'agriculture et dénonce une facture trop salée qui incombe aux utilisateurs. Il faudrait enfin appliquer le principe pollueur-payeur et en particulier faire payer le monde agricole pour l'utilisation d'intrants ou de pesticides dans leur culture. À Ingré, dans le Loiret, l'eau du robinet est de mauvaise qualité à cause des concentrations élevées de nitrates. La population en est bien consciente et agit en conséquence. À Ingré, s'il est une chose que personne n'ignore, c'est bien que la ville a des problèmes d'eau. Elle n'est en effet que partiellement propre à la consommation. J'en bois pas. Quoi? Je la filtre, ouais, c'est ça. Impossible de donner à boire de l'eau à quelqu'un qui...
Comme des enfants, des trucs comme ça. La famille Neveu a également appris à s'adapter. Cela fait environ 6 ans que l'eau courante ne sert qu'à quelques tâches du quotidien. Je l'utilise pour laver les légumes, pour faire la cuisine, mais je ne la consomme pas. Je prends des packs d'eau en grande surface, de l'eau plate, de l'eau gazeuse. Il y a quelques années, il n'y avait aucune raison de prendre tant de précautions. Sur ce bulletin d'information municipale, le taux de nitrate était inférieur à la limite autorisée de 50 mg par litre. Mais depuis 2004, la quantité de nitrate augmente régulièrement, d'environ 1 mg par an. Depuis mars 2008, nous nous attachons à mettre en œuvre les solutions pour qu'enfin une eau de qualité puisse être distribuée aux Ingréennes et aux Ingréens. Fin 2012, des filtres seront posés sur les 2 forages de la ville. Ils permettront de réduire de moitié la pollution. Coût des travaux, 1 700 000 €. Pour que le taux de nitrate baisse, il faudra donc que la facture augmente. C'est une très mauvaise nouvelle pour une majorité de Français. Le prix du gasoil atteint de nouveaux sommets. Le litre est à 1,45 € en moyenne, un nouveau record depuis 2008. Si certains automobilistes renoncent à leur déplacement, d'autres rivalisent d'imagination pour faire des économies. Les chiffres défilent de plus en plus vite. Après l'essence, c'est au tour du gasoil de franchir la barre d'1,40 €. Côté automobiliste, il y a ceux qui n'ont d'autre choix que la voiture. Ça me coûte 300 € par mois. Ça fait une grosse somme, ouais. Et il y a les autres, au contraire, qui ont mis un frein à leur déplacement. Moi, je l'utilise pas beaucoup, ma voiture, mais de moins en moins, parce que ça me coûte trop cher. Remplir le réservoir, un luxe que nombre d'automobilistes ne peuvent plus se payer. Une tendance que confirme cette gérante. Ici, les ventes de carburant sont en chute libre. Les gens se déplacent beaucoup moins le week-end, qu'on a une chute au niveau du litrage dans le week-end, et que ça reste plutôt pour du professionnel, enfin pour le travail, que les gens mettent du carburant, plus particulièrement pour aller travailler, quoi. Donc là, je remplis l'entonnoir. Loin des stations-service, certains fabriquent le carburant par leurs propres moyens. Démonstration. 30% d'huile de colza mélangée à du diesel et le tour est joué. En mettant 30% d'huile dans le réservoir, j'arrivais à faire 100 km de plus sur un plein. Seulement voilà, l'huile de colza échappe aux taxes. Son usage est donc interdit. Fini l'essence bon marché, qu'à cela ne tienne, notre agriculteur conserve précieusement sa machine. Sait-on jamais? C'est un conflit qui sent de plus en plus mauvais. Les éboueurs lyonnais sont entrés dans leur 2e semaine de grève contre la privatisation du ramassage des ordures ménagères et les rues s'en ressentent. Depuis hier, le ton s'est durci, les grévistes bloquent les dépôts. En réaction, le Grand Lyon attaque 8 responsables syndicaux pour entrave au droit du travail. Le bras de fer se poursuit, l'intersyndicale appelle l'ensemble des agents du Grand Lyon à se joindre à leur mouvement. L'OM touche le fond. Marseille éliminé de la Coupe de France par les amateurs de Quevilly qui évoluent en national, l'équivalent de la 3e division. Défaite 3-2 dans les prolongations. Malgré le doublé de l'attaquant international Loïc Rémy, Quevilly a eu le dernier mot grâce à ce 3e but sur une sortie hasardeuse du gardien marseillais. Comme en 2010, les Normands se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de France. L'OM, avec 7 défaites d'affilée, s'enfonce un peu plus dans la crise. C'est aujourd'hui le printemps. La saison est très attendue par les jardiniers pour planter les semis, notamment par les spécialistes des jardins ouvriers de Troyes, en pleine préparation. Toucher avec les yeux. Boulevard Jules Guesde à Troyes, les jonquilles font un tapis délicieux. Mais ce petit bout de printemps ne peut être cueilli. À quelques pâtés de maison dans les jardins ouvriers de la rue Huguier, Daniel a droit à son bouquet, puisqu'il est le metteur en scène de sa parcelle. À cette époque, les jardiniers, comme Jean-Paul, n'ont pas le vertige de la page blanche. Ils plantent tranquillement leur tuteur à tomates. Et si l'on dit que la planète se dérègle, ça n'empêche pas les retraités, comme Serge, d'avoir rendez-vous avec la saison. Je suis dans les temps. Je suis dans les temps, puis j'ai fait des semis, des semis dans mon châssis, de la salade, tout ça. Jacinthe et prime vert sauvage, bourgeons de Casseille, les voilà les moins timides. Mais ici, pour Daniel, c'est tout un monde de bien-être qui refait surface. On sait que c'est le début où c'est qu'on va pouvoir un peu bricoler dans le jardin, bien qu'il ne fait pas froid, qu'on peut retirer la veste surtout. Parce que travailler avec une veste, c'est pas évident. Et si, c'est très bien. Et puis on commence à avoir pas mal de monde. Parce que quand l'hiver est en train de bêcher, des fois on est tout seul dans le jardin. Mais là, on commence à voir les jardiniers arriver un peu partout.
À petits pas de roi, cet autre jardinier installe ses pois. Il a trouvé son printemps au cœur de la ville. C'est un phénomène qui revient chaque année le jour du printemps à la cathédrale de Strasbourg. Un rayon vert vient effleurer le Christ. Un phénomène qui suscite la curiosité mais fait aussi polémique. En cause, l'interprétation faite de ce faisceau de lumière observé depuis 40 ans. L'instant est solennel, pour ne pas dire religieux. 11h38, tandis que le prélude de Bach retentit, le rayon vert effleure le dé du Christ. L'assistance retient son souffle. François Muller, animateur du conseil pastoral, lui, égrène ses explications comme un chapelet et professe la bonne parole. Il y a des personnes qui développent des théories quelque peu farfelues autour de ce rayon. C'est leur problème, mais je crois que notre effort de présentation, notre effort d'explication, notre effort de mise en scène, si vous voulez, pour permettre à tout le monde d'apprécier, est reconnu par le public, qui vient d'ailleurs très nombreux. Des idées farfelues, ou du moins pas très catholiques, Maurice Rosard n'en manque pas. Et c'est bien pour cela que depuis 2 ans, ce géomètre à la retraite, pourtant inventeur du fameux rayon vert, est persona non grata dans l'enceinte sacrée, mis à l'index. Ce qui déplaît, c'est la théorie que je développe dans un livre qui s'intitule « Une cathédrale se dévoile ». Et j'explique que la cathédrale Notre-Dame, notre mère l'Église, en fait, représente un corps de femme couché sur le dos et les jambes dressées vers le ciel. Ça ne leur plaît pas du tout et je suis interdit. Mais ça n'a rien à voir avec le rayon vert, là, du coup. La théorie a un point commun avec le rayon vert, c'est que dans le corps de notre mère l'Église, il fallait la fonction temps. Et la fonction temps est matérialisée par le rayon vert qui passe sur la chair. CHAIR ou CHAIRE. Les 100 ans de l'œuvre d'une vie, les festivités ont débuté dans la Drôme pour le centenaire du Palais Idéal, un palais construit par un seul et même homme, Joseph Ferdinand Cheval, plus connu sous le nom du facteur Cheval. Considéré comme un précurseur de l'architecture moderne, il a passé 33 ans de sa vie à donner corps à son rêve. Le rêve éveillé, ponctué ce jour-là par quelques mots du passé qui résonnent au présent. Là encore, j'ai travaillé 8 années d'un dur labeur. J'ai eu le bonheur d'avoir la santé pour achever ce tombeau, appelé le tombeau du silence et du repos sans fin, à l'âge de 86 ans. Les lettres de Ferdinand Cheval, lues par le comédien Philippe Torreton. Il y a 100 ans, le facteur achevait son palais idéal, considéré aujourd'hui par certains artistes comme un symbole de l'art brut, l'œuvre d'une vie. Tout est touchant, je trouve. On a l'impression que c'est quelqu'un qui n'en revient pas de ce qu'il a fait. Il est émerveillé par sa propre œuvre. Et c'est pas prétentieux du tout, c'est juste que il n'en revient pas d'avoir eu le courage de faire ça. Et on peut le comprendre quand on le voit. Le palais idéal a toujours inspiré les artistes. Nils Soudo s'imprègne du lieu. En repérage ce jour-là, ce plasticien allemand réalisera prochainement une installation en hommage au facteur Cheval. Cet endroit m'inspire, me rappelle par exemple les toiles de Max Ernst ou de Dali aussi, certains surréalistes. Et je me sens un peu comme dans une toile en 3 dimensions. En feuilletant le livre d'or, on suit au fil des ans la trace de milliers de visiteurs anonymes. Le passage également de nombreux artistes, Niki de Saint-Phal, Pablo Neruda ou encore Bernard Buffet. Ce cahier est émouvant puisqu'il date de 1905 et il a été initié par le facteur, ce qui veut dire que le facteur avait déjà ce souci de laisser quelque chose, de laisser une trace. Il était dans un souci de postérité et que le public s'émerveille pour ce palais de rêve qu'il avait construit. C'est pas tant une victoire, en tous les cas, ça participe de son rêve à lui. Des milliers de regards tournaient encore aujourd'hui vers le palais idéal. L'an dernier, 134 000 personnes ont visité le site. Tout de suite, votre édition des initiatives.